Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Moi, c'est Sarah. Et moi, c'est Angélica. On parle toujours de la maternité et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Vianette qui, elle, a adopté un enfant et Marion qui a congelé ses ovocytes. Donc, elles ont plein de choses à nous raconter. Vianette, tu peux te présenter ? Alors, donc voilà, je m'appelle Vianette, je suis colombienne. J'habite en France depuis 32 ans maintenant. Oh. Et j'ai adopté un petit bout de chou en 2019, qui a aujourd'hui 5 ans et demi en Colombie. Et moi, c'est Marion, j'ai 36 ans. Et moi, je suis ici aujourd'hui pour discuter de la congélation des ovocytes. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense qu'on devrait en entendre parler déjà beaucoup plus tôt que moi, en tout cas. Super. Donc, en fait, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Parce que toi, pour quelles raisons est-ce que tu as voulu congeler tes ovocytes ? Comment ça t'est venu ? Et pourquoi tu dis que justement, tu n'en as pas entendu parler assez tôt ? Ouais, moi, je pense qu'il y a un vrai décalage aujourd'hui entre l'âge auquel on est prêt à congeler ses ovocytes et l'âge auquel on devrait effectivement le faire. Parce qu'en effet, plus on attend, moins l'ovocyte est bon. Ouais. Et en revanche, à 25 ans ou à 30 ans, on n'est pas toujours dans cette démarche de penser à congeler ses ovocytes et ça arrive quand même plus tardivement. Et aujourd'hui, je pense que c'est bien de sensibiliser les jeunes filles assez tôt pour que elles aient aussi cette démarche rapidement. Et moi, j'en avais jamais entendu parler dans mon entourage jusqu'à ce qu'on découvre que j'avais le papillomavirus. Et donc c'était en début d'année dernière, en effet, suite à un examen gynécologique, on détecte le papillomavirus. Donc un frottis. Un frottis, exactement. Et mon gynécologue m'envoie chez une consoeur pour faire des examens complémentaires. Donc moi, je pars dans ce cabinet ayant en tête que j'avais le papillomavirus, mais sans savoir son niveau de gravité, la souche. Je pense qu'on pourra y revenir un peu plus tard, mais voilà, maîtriser encore tout ça, c'était assez flou pour moi. Et je me retrouve dans ce cabinet. Et en fait, il s'avère que finalement, on me rassure en me disant que c'est pas très grave, que tant qu'il est contrôlé, c'est sous contrôle. Et je ressors du cabinet avec une ordonnance pour faire congeler mes ovocytes. Puisque à ce moment-là, la gynécologue me dit, mais vous avez 35 ans, oui, vous avez un petit copain, non, vous avez envie d'avoir des enfants, peut-être, congélation des ovocytes. Donc moi, je sors. Donc c'est la gynécologue qui t'en parle et qui te fait une ordonnance pour ça. Absolument. Mais sans te demander... Sans me demander mon avis, mais en me disant, faites congeler vos ovocytes. C'est une possibilité. C'est une possibilité, ouais. Ouais. Et moi, je n'avais jamais entendu parler dans mon entourage. Donc, je découvre un peu le truc. Et je rappelle que je venais quand même pour le papillomavirus. Donc, j'étais un peu... je comprenais plus trop. Ouais. Donc, j'ai pris cette ordonnance, je l'ai posée en me disant, je la range pas complètement dans un classeur un peu caché, je la garde un petit peu à vue, mais je sais pas ce que j'en fais pour l'instant. Et c'est comme ça que je suis un peu rentrée dans cette démarche où le truc a commencé un peu à trotter dans ma tête. Et il s'est passé 6 mois après ce premier rendez-vous où je décide finalement de rencontrer ce médecin à l'hôpital qui m'était donc conseillé sur l'ordonnance. Et donc là, on est en novembre l'année dernière. Et donc, je sors de cet examen, donc de ce rendez-vous avec ce médecin avec une batterie d'examens à faire. Et ça me prend un peu de temps. Bon, bref, je finis par faire les examens et je me pointe en février, 2e rendez-vous à l'hôpital, avec les résultats de tous les examens. Et là, le médecin lit mes examens. Elle me regarde à peine, elle prend son dictaphone et elle dit « Ok, Marion, en urgence, ponction en urgence au mois d'avril. » Donc là, quoi Comment ça Ah non, mais les résultats sont hyper mauvais. Vous avez une réserve ovarienne hyper faible et en plus vous êtes un profil qui réagit très mal à la stimulation. Donc le potentiel de choper des ovocytes, il est faible et en plus même si on stimule, vous allez pas réagir. Est-ce qu'on peut juste, au cas où, justement, parce que là maintenant tu sais ce que c'est, mais une réserve ovarienne, il y a peut-être pas mal de femmes ou d'hommes qui écoutent, qui savent pas forcément ce que c'est. Oui, on peut en discuter, mais en fait, on est avec un stock d'ovocytes, à la naissance, voilà, et
plus on grandit, plus ce stock se réduit et donc on en a moins et en plus de moins bonne qualité. Et ils sont générés à travers des follicules que l'on a dans chaque ovaire et donc chaque follicule génère des ovocytes. Et donc moi, j'ai une réserve ovarienne, donc je génère très peu d'ovocytes et donc voilà, je sors de ce truc un peu paniqué, complet, en me disant waouh. Attendez, moi j'avais le papillomavirus, je fais ce truc un peu, je voulais un truc rapide, pas très compliqué, sans trop de contraintes, puis en fait je me retrouve à me dire bon en fait je vais pas bien en fait. Il y a un problème. Et puis du coup je suis lancée dans le process. Et ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même assez lourd. C'est lourd parce que c'est un traitement hormonal. Donc la première étape, c'est d'abord de mettre les ovaires au repos. Et l'ambiguïté du traitement, c'est que c'est censé mettre les ovaires au repos, mais en même temps, ça peut développer des kystes ovariens qui vont diffuser beaucoup d'hormones. Donc pour faire la deuxième partie du traitement, qui elle est liée à la stimulation, il faut que les ovaires soient au maximum au repos. Mais comme le traitement initial peut générer des kystes ovariens qui peuvent générer des hormones, il est compliqué de donner un bon traitement pour la stimulation derrière ovarienne. Bref, donc j'ai sur ce premier traitement que j'ai fait, ça s'est bien passé, mais donc du coup traitement hormonal, dégonflement du ventre quand même, on se sent un peu énorme pendant toute cette phase de traitement. Et puis des sautes d'humeur. Donc moi j'étais un peu à fleur de peau pendant tout le traitement, où j'ai en effet généré une sensibilité un peu accrue. Est-ce que tu avais des douleurs comme quand tu as tes règles ou c'était des douleurs encore différentes? Non, moi c'était vraiment des ballonnements ou des difficultés même pour marcher quoi, je me sentais énorme, même d'enfermer mes pantalons, enfin voilà, c'était ouais, vraiment l'abdomen des gonflements quoi. Et puis donc ça c'est le premier, voilà, un traitement lourd. Il faut être hyper dispo parce qu'en fait c'est des échographies et des prises de sang quasiment tous les 2 jours pendant le traitement. Et ça dure combien de temps le traitement? La première partie sur la mise au repos des ovaires, si tout se passe bien, s'il y a pas de kyste ovarien, c'est à peu près 7-10 jours. Et ensuite c'est à nouveau 7-10 jours pour stimuler pour stimuler les ovaires. Et en fait, ouais, ça peut être lourd parce que faut être dispo. Donc ça c'était les petites contraintes et puis ensuite la ponction. Et la ponction c'est sous anesthésie. Alors moi général. Pas forcément. Moi je l'ai fait dans un hôpital qui pratique encore l'anesthésie générale, mais aujourd'hui beaucoup font local. D'accord. Et t'as pas eu mal Alors pour le coup non, en fait ça dure vraiment 15 minutes et donc c'est une toute petite anesthésie et non, j'ai pas eu de douleur du tout. Donc mais moi le médecin m'avait quand même dit on essaye de le faire, mais vu les résultats que vous avez, j'ai du mal à maîtriser les résultats de ce qu'on va réussir à conserver. Et puis en fait, ils m'en ont prélevé 6. Et sur les 6, ils ont conservé que les plus matures pour pouvoir les congeler. Donc, ils m'en ont congelé 5. Et on m'a donné l'opportunité de le refaire. Parce qu'en France, on peut le faire jusqu'à la veille de tes 37 ans. Oui, c'est ça. Parce que donc, du coup, tu as le droit de congeler tes ovocytes jusqu'à 37 ans. Ouais. Tu peux le faire après et c'est plus remboursé ou tu peux pas le faire après 37 ans? En France, non. En France, non. Tu es obligé jusqu'à tes 37 ans. À la veille de tes 37 ans. Ouais, okay. Exactement. Sinon, il faut aller dans un pays étranger. En Espagne, beaucoup. Tu peux aller jusqu'à 42, un peu plus. Okay. Une amie qui l'a congelé assez, pas loin de 45, je crois. Et en Belgique aussi, la date, l'âge, elle est plus... Et après, ça coûte de l'argent, par contre, c'est à peu près 2000 euros ou quelque chose comme ça. Je connais pas le tarif, mais en tout cas, ça coûte. Environ. En plus, ça, le voyage, en dehors de tous les actes médicaux. Exactement. C'est le voyage. Et puis, si tu dois faire les allers-retours, comme tu disais, être là toutes les 2 jours pour les traitements et tout, effectivement, ça, sur un pays étranger. Quand tu es au pays étranger, tu peux faire tout ça à distance. C'est juste pour la ponction que elle doit partir dans le pays en général. Enfin, ça c'est. Oui, tu peux faire les prises de sang en France et les envoyer. Voilà. Ouais, exactement. Mais alors oui, pour le coup en France, moi je sais que c'est complètement pris en charge, donc ça ne m'a rien coûté. Tout ce qui me coûte aujourd'hui, c'est
la préservation de mes ovocytes. Mmh. Donc c'est 30 ou 35 € par an, je crois. Donc voilà, mais sinon en effet tout le traitement. Pour qu'ils te les gardent au frais. Ouais, absolument. Et Exactement. tu disais un truc tout à l'heure qui était assez intéressant avant qu'on commence l'émission, c'est que toi, justement, tu as une congélation d'ovocytes qui est parce que tu as eu un problème de santé. Oui. Et sinon, une congélation d'ovocytes pour une femme qui a moins de 37 ans et qui est célibataire ou qui est en couple, ça, c'est pas le problème. Comment ça s'appelle? Oui, c'est la congélation sociale. Donc en effet, on te donne un petit peu de temps face à la pression de l'horloge biologique, donc c'est la congélation sociale, oui. C'est très intéressant d'avoir ce nom. Congélation sociale, ben voilà, Ouais. tout est dit. Et toi, Vianette, parce que du coup, vous avez un point commun, donc Ouais. après ce que tu viens de découvrir. Oui, en fait, c'est rejoint, c'est que moi aussi j'ai eu le papillomavirus. Donc ça fait maintenant, c'est en 2010 le frottis qui a révélé une anomalie. Donc ça fait maintenant 12 ans. Donc les choses ont beaucoup changé depuis. J'ai rencontré pas mal de femmes qui ont eu aussi là sur ces 3 dernières années des papillomavirus, et je suis ravie de constater qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Classique, frottis, anomalie, on est référé auprès d'un gynécologue spécialiste dans le papillomavirus qui a pratiqué une conisation. Je ne sais pas si tu as eu une conisation également. Ouais, c'est Voilà, ça. qui pratique une conisation. Et après Tu peux nous dire ce que c'est, une Alors, conisation? la conisation, le papillomavirus, il s'installe avant tout. Donc, le danger du papillomavirus, c'est que ça peut développer avant tout le cancer du col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est, on va dire, de façon un peu barbare, c'est le petit bouchon qui va venir finir l'utérus. C'est le bouchon entre le vagin et l'utérus. C'est un petit canal et qui est très charnu, qui est plein de petites membranes et très près des ganglions sur les côtés. Et en fait, il a une lésion qui va, en fait, le papillomavirus, c'est les papillomavirus aussi qui vont donner l'herpès de la bouche, qui vont donner les verrues. Il y en a au moins 250 sortes de papillomavirus, dont la plupart, heureusement, sont bénignes. Et il y a environ une dizaine de papillomavirus qui sont à haut risque oncogène. Donc, juste pour rassurer des jeunes femmes qui peut-être viennent d'avoir le papillomavirus, il y a, comme tu l'as dit, il y a quand même pas mal de différentes souches et c'est assez rare. Voilà, Oui, mais ça arrive quand même, la preuve. Le corps, en fait, des derniers chiffres dont j'ai entendu, ça va faire quelques temps, et il y a en fait presque 9 hommes sur 10 qui vont être porteurs du papillomavirus dans leur vie. Donc, nous, en tant que partenaires, on est en contact avec le virus au moins une fois dans notre vie, si on a une vie intime, sexuelle normale. Donc, juste pour préciser que c'est l'homme, en fait, parce que qui est porteur sain et qui va nous transmettre, et nous, on va le transmettre à notre tour, hein. C'est une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Et donc, sauf que sur les sangs, pour l'instant, on soupçonne qu'il peut avoir de cancer de la gorge, de la langue, etc. Parce que c'est les verrues, voilà. Ça reste encore, il y a beaucoup d'études qui sont là-dessus. Sur les femmes, ça va s'installer au niveau de col de l'utérus et ça va faire, on va dire, quand on le regarde dans un écran, ça fait une petite verrue, en fait, sauf que ça va se développer en cancer. Et qu'on sait, le corps, souvent, il fait le travail tout seul. On passe par le virus et le virus, on l'élimine et ça passe, comme on l'a, l'un des virus auxquels on est confronté dans la vie. Et quand on a les souches qui sont la 16, en tout cas, moi, dans mon cas, je tirais double loto, j'ai eu la 16 et la 18, donc c'est les plus oncogènes, alors qu'on ne voyait pas des lésions. Après, moi, je faisais tous les trimestres des colposcopies, c'est-à-dire c'est comme une échographie, mais sauf que c'est une petite caméra dans laquelle on voit le col de l'utérus. Il n'y avait pas de lésions, sauf que mon HPV, il continuait à grimper. Donc, à cette époque-là, on ne faisait pas pour savoir quelle est la souche d'HPV, on le faisait pas du tout au début. Maintenant, on le fait dès le départ. Dès le départ, il a un problème de papillomavirus, directement, on fait pour savoir quelle est la souche. 10 ans auparavant, j'ai attendu 2 ans pour savoir quelle était la souche. Et quelles ont été les conséquences, justement, d'avoir attendu 2 ans? Je pense que... Et ils t'ont pas proposé aussi, comme je rebondis, ils t'ont pas proposé de congélation d'ovocytes, ni de... Après, je sais qu'à l'époque, moi déjà vers les 33 ans, j'avais posé une fois la question à ma gynécologue parce qu'il y avait un petit
prospectus sur Ah, t'en avais déjà bureau. entendu parler? Ouais. Ok. Après, je n'ai jamais eu une vie particulière d'avoir d'enfants, etc. J'avais envisagé le fait de peut-être pas en avoir, ou même déjà d'adopter. Il y avait pas, et j'ai toujours eu des amis autour de moi dont l'envie de maternité était quelque chose qui était très physique. C'était irrationnel. Donc, je m'intéressais de tous ces sujets-là, on discutait. J'étais déjà autour de 33, 34 ans. C'est ça, on commence à parler de plus en plus de temps qui passe. Et du coup, j'avais parlé avec ma gynécologue. Et ma gynécologue, à l'époque, elle m'avait dit, ça change, heureusement. Elle m'avait dit quelque chose comme non, de toute façon, vous, à votre âge, ça y est, c'est trop tard. Et puis, de toute façon, en France, c'est trop compliqué. Vous n'êtes pas dans l'âge, il faut avoir moins de 30 ans. Elle m'avait un peu, Pour congeler. D'accord. elle m'a un peu balayée comme ça, de façon un peu maladroite, mais je pense que ça se faisait comme ça à l'époque. Je voyais un très bon spécialiste. Moi, on me disait, normalement, ça va descendre. Vous venez, j'étais tous les trimestres, tous les mois et demi, 2 mois, il fallait que j'y aille. Je faisais mes examens. Je voyais bien à la caméra parce que, du coup, je me connais très bien. C'est un profil de moi que j'ai appris à connaître. Je voyais là qu'il y avait rien. Qu'il y avait rien. Après, voilà, c'était un chiffre. C'était un chiffre et c'était pas des millions. Ça monte 80, 90, 100. Et puis, les spécialistes en question ne rentraient pas trop dans les détails. Moi, on n'était pas dans une démarche d'enfant avec mon compagnon, donc. Et du coup, je rebondis. Est-ce que ton compagnon on a proposé de le traiter? Alors, Qu'il non, fasse alors, des examens? ça s'est fait bien après. Moi, j'ai posé la question très vite. Parce que bon, qu'est-ce qui se passe? Moi, on m'opère, et puis si lui, il est porteur, etc. Et là, la réponse, elle a été, en fait, c'est les porteurs. Voilà, moi, c'est déjà, je sais pas, 4-5 ans que je suis avec mon compagnon. Voilà, moins de revenir au préservatif de façon régulière et d'oublier tout ce qui est relation donc orale, etc. Ça, on rentrait dans quelque chose qui était très complexe. Et puis j'avais fait des choix de vie qui étaient j'ai eu une vie sexuelle très épanouie depuis très jeune. J'ai eu de multiples partenaires, etc. Donc je me disais voilà, pour moi c'était un peu voilà, dans le lot. Je ne pouvais pas, je me suis jamais dit tiens c'est mon mec, tiens c'est un tel. Je n'ai pas cherché de coupable parce que je pense que je sais pas, voilà, c'est la Alors, vie. c'est pas Quoi. la question de coupable, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut être le serpent qui se mord la queue si toi tu te traites, que l'autre se traite pas. Mais Parce que il n'y a moi, pas j'ai de eu traitement pour un garçon. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas de traitement pour un homme. Tu peux pas, tu t'es porteur d'un virus. On peut pas, et c'est un virus qui n'était, je pense, le vaccin, on commençait timidement à en parler encore. Et ce qui est génial, on en profite pour parler du vaccin, Ouais. justement, que à partir de tous les ados, enfin pré-ados même, à partir de 11 ans jusqu'à 14, avant d'avoir des rapports sexuels, pour les filles et les garçons aussi, maintenant, c'est une chance qu'ils peuvent se faire vacciner. Le papillomavirus, il a un temps, en tout cas à l'époque sous médecine, un temps d'incubation environ tu peux rester pendant 10-15 ans porteur sain, en fait. Donc ça aurait pu être le premier, comme le dernier, comme celui c'est tellement, voilà. Et c'est pour ça qu'on demande aux jeunes de le faire avant de tout rapport sexuel, parce que, il suffit d'un, c'est comme toutes les IST, MST, etc. Il suffit d'un. Mais rien que le mot, tu vois, tu parles de porteur sain. Enfin, tu vois, mais alors qu'il est pas sain du tout, parce que finalement. parce qu'il est porteur, bordel! Mais je pense que c'est comme aujourd'hui, il y a des porteurs de VIH qui, avec un traitement, ils ne le transmettent pas, en fait. Donc, c'est des porteurs, ça, ils n'ont pas développé la maladie. Donc, en fait, les hommes ne développent pas la maladie. Donc, tant mieux en tout cas, ils ne développent pas a priori, de cancer à ce niveau-là, mais en tout cas, ils peuvent la transmettre. Et, du coup, voilà. Donc, ce qui aurait changé pour répondre à ta question tout à l'heure, c'est que si on m'avait parlé de souches d'HPV, etc., et que j'avais su que 16, 18 et autres étaient à haut risque oncogène, j'aurais fait un temps d'arrêt plus net pour me dire, OK, d'accord, la maternité, la parentalité, puisque j'étais en couple, la question se pose. Je pense que la question serait posée de façon un petit peu plus. On aurait fait un temps d'arrêt. Je sais pas sûr que j'aurais essayé avant d'avoir un enfant. J'en suis pas sûre que ça aurait changé quelque chose dans mon timing de vie. Mais j'ai eu l'impression, quand j'ai eu les choix à faire après,
j'ai eu le sentiment de choisir un peu plus. Le fait de ne pas avoir accès à ça, c'est-à-dire quand on m'a proposé au bout des 200 de faire cet examen, quand je reçois des chiffres dans un papier, que je vois et à ce moment-là, par le plus grand hasard, on avait décidé avec mon compagnon de essayer de faire un enfant. On était dans les débuts, les prémices de ça. Je te le dis, en parlant avec Sarah, je dis, c'était plus un choix de conviction c'est pas des convictions, c'était plus des raisons, c'était 36 ans, 37 ans, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on a envie de rester, voilà, ça c'est, on n'était pas complètement convaincus, on avait aujourd'hui, mais bon, je sais pas, la vie, elle prend dans ces périodes-là et juste à ces moments-là, on me dit, donc mon docteur, il m'a dit, en fait, là, il faut arrêter. Si vous essayez d'être enceinte, il faut arrêter parce que vu les souches que vous savez et vu le taux, j'étais à l'époque à 900 et quelques, ce qui montait de façon, j'ai commencé à 100, j'étais à 900 en 2 ans. On peut imaginer qu'il a peut-être un cancer quelque part. Donc tu passes à j'ai potentiellement envie de faire un enfant, c'est ok. Voilà. Ah bah attendez, et on vous m'a fait avez une cognition potentiellement 200 ans auparavant. un cancer quoi. Je n'ai pas eu peur de ne pas avoir d'enfant ou voilà, sur le moment en fait, je préférais à Gustave aussi. On m'a fait une nouvelle cognition large, c'est-à-dire que là ils vont couper beaucoup plus en essayant et je pense en fait si on t'a parlé de congélation de d'ovocytes, c'est parce que la première chose qui sort, je vois tous mes amis en tout cas les gens qui ont connu qui ont eu des HPV, c'est que la première inquiétude quand il y a un HPV et une possibilité de cancer, c'est de préserver la fertilité. Et c'est pour ça que la première question qui vient, c'est est-ce que t'en as pas, tu veux avoir des enfants? Parce que, en fait, l'utérus, c'est quelque chose qu'on peut retirer. Mais si on retire, il y a plus d'enfants. Donc, c'est pour ça qu'on va directement très vite tu rentres pour un HPV, tu sors avec des examens pour congeler tes ovocytes. Parce que là, même si ça peut être maladroit, tout ça, c'est très bien parce qu'il y a quelque chose qui est quand même dans une forme en dehors de nous réduire à quelque chose de reproducteur. Je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie inquiétude. Ils disent, voilà, d'accord, et cette jeune femme, elle a un HPV. Dans sa vie de femme, il peut être important d'avoir un enfant. On va tout faire pour le conserver, un maximum, le choix d'avoir ou pas un enfant. Et moi, je rebondis parce que du coup, j'ai eu un HPV, du coup, qui a été traité à l'azote et pareil, on m'a retiré, voilà. Et en fait, on m'a jamais, alors que j'étais en couple depuis 3 ans, on m'a jamais posé la question des enfants. En fait, là, enfin, je vous entends et je suis en mode ah oui, d'accord, normalement, mon médecin ou mon gynécologue aurait dû me dire attendez, vous voulez des enfants parce que potentiellement, alors moi tout a été retiré et là je fais des examens tous les ans et c'est ok. Mais en vrai, il aurait dû me poser la question en amont que même moi je puisse y réfléchir en fait. Donc du coup finalement, toi Marion, t'as eu un super médecin même si c'était brutal. Mais c'est vrai comme dit Vianette, le fait qu'elle te propose, ça veut dire que déjà tu vois, elle te fait réfléchir sur potentiellement la situation même si c'est brutal. Mais à l'époque où il y avait aussi peut-être que c'était avant que la loi passe sur la congélation des 37 ans, donc maintenant c'est quelque chose qui vient plus à l'esprit, qui est plus médiatisé, on connaît plus. Mais au moins qu'on te pose la question, qu'on te dise attention, potentiellement avec un papillomavirus, on peut avoir des possibilités de pas avoir d'enfants si c'est quelque chose que vous envisagiez. Bon, ben voilà, peut-être parlez-en avec votre compagnon ou réfléchissez-y, en fait. C'est ce que tu disais, papillomavirus, fertilité, en fait. Donc, c'est forcément super lié. Et aujourd'hui, ça s'est quand même hyper démocratisé, la congélation des ovocytes, puisque les hôpitaux sont surbookés. Pour faire des ponctions et pas la FIV mais juste la ponction, c'est surbooké pour avoir un rendez-vous. Donc ça s'est énormément démocratisé quoi. Et aucun examen était en mesure de me dire que j'avais ou je n'avais pas quelque chose. Ça arrive. C'est le corps, la nature est complexe, les femmes nous sommes magiques et dans notre magie, on peut pas tout comprendre, il y a encore heureux. Et là, on me dit, je me suis retrouvée face à l'oncologue à Gustave-Roussy, et là, on m'a mis face à un choix. On m'a dit, voilà, aujourd'hui, vous devez choisir. Soit vous vous faites opérer, on fait une hystérectomie, c'est-à-dire qu'on retire l'utérus, donc vous ne pourrez plus porter d'enfant. On va analyser, il se peut, en fait, qu'on retire l'utérus et qu'on s'avère que vous n'avez rien. Et que vous ayez fait ça pour rien. Oui, c'est peu que, effectivement, il y avait quelque chose, et voilà.
si vous faites le choix de ne pas vous opérer, il se peut que vous ayez un enfant et que tout se passe très bien, mais il se peut que si vous tombez enceinte avec les hormones et s'il y a effectivement quelque chose, ça se développe et que ça met en danger votre vie et puis voilà, c'est très c'est vraiment pas souhaitable d'avoir un cancer quand voilà, si on peut éviter Bien sûr. quand on est enceinte. Et là, on me demande de choisir. Je suis sortie de là dans une colère. Je crois que c'était un souvenir que j'ai, je crois que je l'ai insulté. En lui disant c'était un taré, quoi. Mais ça va pas. On demande pas à une femme à l'âge de 37 ans, 38 ans, je ne peux pas. D'enlever son col au cas où, Au mais cas peut-être où, oui, mais peut-être non. voilà. Je suis pas armée pour. Aujourd'hui, à le recul, je les remercie profondément. Parce que, ces choix-là, il faut qu'ils viennent de soi, en fait. Il faut les questions. Voilà, heureusement, je suis libre de disposer de mon corps et de faire des choix avec toutes les conséquences que ça importe. Euh, et malgré le fait que je sois une femme dans une construction plutôt indépendante, féministe, libre et absolument pas attachée absolument à une maternité, quoi qu'il en coûte, je suis sortie de là avec en dehors de la colère d'avoir à prendre cette décision. Et ce qui s'est révélé de moi, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Je me suis rendu compte, tout ce qui sortait de moi, c'était que je voulais donner un enfant à mon mari, à mon compagnon à l'époque. Je voulais lui donner un enfant. Il fallait que mon corps puisse lui donner un enfant. Je me suis réduite moi-même face à ce choix-là à un côté extrêmement fonctionnel. Je pense que toutes les injonctions que je croyais avoir laissées derrière quelque part, pas du tout. Tout est remonté à la surface et j'étais, je ne rêvais pas d'allaiter, forcément. Il y avait plein de choses que je pense que j'aurais pas fait. Du coup, sur le moment, si tu t'enfantais pas, t'étais pas vraiment femme d'un homme digne Et puis c'est comme si ça allait me valider quelque chose de mon corps, en fait. C'est comme si ce corps-là, avec lequel je peux avoir des rapports très complexes à différents moments de ma vie, le fait, un jour, comme ça, au loin, le fait d'être enceinte, ça y est, il y avait un truc, en fait, qu'il allait être validé. Et par sa fonction, clairement, c'était fonctionnel. C'est-à-dire que c'était même pas... Moi, j'ai des amis qui sont une envie profonde de porter un bébé, mais je sens bien qu'elle, c'est vraiment... Moi, je n'avais pas ce truc-là d'intérieur. Il fallait que mon corps serve à ça. Et pour ça, j'étais prête. Je me suis renseignée aux États-Unis. À l'époque, il y avait des traitements. On pouvait vous faire retirer presque la totalité du col et vous laisser allonger avec les jambes en l'air pendant 9 mois. Enceinte. C'était vraiment, on vous prendre par les pieds et attendre que ça se passe. Et j'étais prête, alors que je suis quelqu'un qui dans je sais pas, quelqu'un de soumis et qui va plier facilement à des choses, même quand ça peut m'arranger. Et là, j'étais prête à quoi qu'il en coûte, j'allais faire une info. Je sais pas si c'était lié au fait que je n'ai pas eu le choix et que c'est arrivé très vite. Je pense que les injonctions sociales de la maternité, ils m'ont rattrapée au bout du compte, arrivant près de la quarantaine, ça m'a quand même rattrapée. Mais j'étais prête à mettre en danger ma vie, j'étais prête à mourir, à développer un cancer pour avoir un enfant. Et du coup, qui t'a raisonné? Déjà mon compagnon, qui m'a dit, mais je ne te touche plus. Mais je lui disais, mais si, t'inquiète, tu vois, je suis une femme forte, t'inquiète pas, tu vois, je vais faire du sport, je fais de la méditation, je vais faire de la gym, j'ai dit ça tous les jours, ça va passer, on va faire un enfant. Et mon compagnon, il m'a dit, mais en fait, si là, tu n'es pas capable de te choisir toi, ben moi, je t'ai choisi toi. Et il en est hors de question que on fasse un enfant dans ces conditions. Et je lui dis, mais tu te rends compte, si on m'opère, tu n'auras pas d'enfant. C'est-à-dire que je me disais pas, moi, je n'étais même pas encore dans ce chemin-là. Il m'a dit, mais ça, c'est mon problème à moi. Il dit, c'est toi qui es malade, occupe-toi de toi, de ce que tu veux toi, et moi, c'est un autre schéma. Voilà, et en fait, voilà, lui, ma belle-mère, qui m'a téléphoné pour me gronder,
Ma mère, clairement, en tant que femme, malgré tout le bonheur d'être maman qu'elle avait connu, etc., mais aussi avec les complexités que ça comporte, elle m'a dit, et moi, la première chose que j'ai dû lui dire, c'est, mais tu te rends compte, tu seras jamais grand-mère, tu auras jamais un petit enfant qui ressemblera à ton fils. Je crois que chaque fois qu'on en parle, si on en parle maintenant, alors on rigole, elle me dit, mais tu n'as pas compris ce que tu m'as dit, en fait. Si, mais tu pourrais mourir d'un cancer. Et tu me parles de, et tu n'étais pas, tu sais, c'est pas une machine, mais tu veux pas te donner de. On met pas des pièces et puis Voilà. ça sort. Et en fait, voilà, mon entourage était très important. Donc, je me suis fait opérer le 31 mars 2013. C'était un moment très compliqué, hein. Je pleurais, c'était voilà, j'arrive et je vais rejoindre un peu ton histoire, hein, Marion. À un moment, j'arrive chez ces médecins qui m'a été conseillé par mon médecin spécialiste. Et j'arrive en disant, bon voilà, j'ai un HPV, on m'a dit qu'il faut que je retire mon utérus, mais je peux pas avoir d'enfant. C'était tellement brouillon qu'il m'a dit, voilà, déjà, tu rentres ici, le cancer c'est mon problème, ou l'HPV c'est mon problème, toi, tu vas t'occuper d'être heureuse. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois heureuse? Et en fait, je m'étais même pas posé la question, et je me suis dit, ben, en fait, je sais pas je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en fait, j'étais perdue. Mais du coup, ça t'a vachement interrogée sur, justement sur ta maternité alors que Ouais. tu pensais en avoir un peu plus de temps et du coup, je rebondis Mmh. sur Marion parce que là, en fait, tu viens de faire congeler tes ovocytes donc ton rapport à la maternité, est-ce qu'il s'est accéléré parce que t'as que 36 ans et donc du coup, tu es célibataire? Comment est-ce que tu vis aujourd'hui, cette nouvelle donnée, en fait? Comment ça grandit en toi, de la façon ça a été peut-être un peu violent pour Vianette et en même temps, ça a été sur 2 ans, donc sans forcément se poser les questions. Mais Ouais. toi, ça a été vraiment en 3 mois, tu es passée Mmh. de quelque chose, une donnée qui était pas du tout à comment tu vis, en fait, ce Mais ouais, alors moi j'ai toujours eu un désir d'enfant depuis voilà très longtemps. Je pense que c'est en moi pour le coup. Mais il faut être super préparé aussi parce que la conservation de tes oocytes c'est pas une assurance vie en fait. Mmh. Et on te le garantit pas que parce que tu as congelé tes ovocytes tu auras un enfant. Il y a pas de solution miracle. Et en plus alors on n'a pas encore beaucoup de recul, mais là, j'en ai 5 de côté. Globalement, pour réussir à optimiser tes chances d'en avoir, il en faut entre 10 et 20 pour avoir, à partir de au-delà de 35 ans, 30% de chance, quoi. Donc, il faut être super préparé et je pense que les médecins ont aussi leur rôle à jouer, d'alerter sur l'après. OK, génial, on t'en a mis 5 de côté, mais en ça veut fait, pas dire que tu peux Mmh. mais avorter, non, quoi. et ça peut créer énormément de déceptions. Donc, moi j'ai l'impression de gagner un peu de temps sur mon projet de vie de demain, qui aujourd'hui n'est toujours pas du tout d'actualité de maternité, mais en tout cas je le sais que j'en ai envie, mais pas maintenant. Donc j'ai l'impression de sauver un peu de temps, de me dire j'ai mis les chances de mon côté, je l'ai fait, mais voilà, c'est pas encore une fois pas de solution miracle et pas de garantie quoi. Mais je pense que ça rejoint. Moi, j'ai 48 ans. J'ai une majorité des copines autour de moi qui n'ont pas fait d'enfants. C'est parce qu'on est dans des grandes villes, on travaille, la vie. Et c'est bien une chose que j'entends comme dénominateur commun, que ça a été un vrai choix, ou plus ou moins un choix. C'est que toutes elles me disent, en tout cas on va dire 3 sur 5 qui me disent, en fait, je pensais que j'avais le temps. En fait, on n'a jamais formalisé, on m'a jamais formalisé clairement au début de la trentaine. C'est au moment où on a encore un petit peu de temps pour se préparer aux choses. Ça paraissait, en fait, j'honorais. C'était là-bas, c'était posé, et en fait, c'est quand ça arrive une échéance, que ça soit parce que t'as le papillomavirus, parce que tu arrives à un âge où tu fais un examen ou un voilà, check-up. voilà. C'est quand le couper, en tout cas, quand vraiment ton nourrisson s'est rétréci, que là, on s'est dit, ah, mais c'est dommage que je n'ai pas eu toutes les données avant, en fait. On a toujours dit, voilà, qu'il fallait faire des enfants plutôt jeunes, etc. Mais j'ai l'impression que sur ces 20 dernières années, ça s'est un peu perdu comme ça, en un nuage, parce que
on a voulu faire l'autruche d'un côté, mais la société, ça a arrangé aussi un peu la société, certainement, de nous laisser dans un vague, bon, c'est pas grave. Oui, t'en auras, et en fait, on s'est réveillé aujourd'hui, il y a des femmes connues qui ont des grossesses à 40, 45, même 46, 47 ans, qui prennent la parole et qui disent, j'ai trop attendu et je pensais que j'avais le temps et en fait, ça a été beaucoup plus compliqué que je ne l'espérais et ça reste comme une surprise que d'un coup, en fait, zut! Et c'est pas parce qu'on est, il y a des gens qui pourraient dire, ah oui, non, mais ça va, c'est évident, tu vois. Non, en fait, je pense qu'il y a un système qui a mis un peu les échéances avec, je sais pas, ça s'est un peu brouillé. Ils sont brouillés les pistes. Ça s'est brouillé les pistes. Après, je rebondis là-dessus, mais parce que c'est vraiment propre à chacune. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes et du coup, des femmes qui ont été ménopausées à 20 ans. Et j'ai rencontré des femmes qui sont tombées enceintes à 48. Donc, en fait, il y a aussi cette magie qui peut s'opérer soit sur le tard, cette magie qui est pas du tout magique quand ça s'opère pas mais après, c'est aussi un choix et c'est aussi une vision de la vie. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Et après, je te rejoins, c'est que moi, j'ai 41 ans, j'ai pas d'enfant. Et déjà, j'ai pas l'impression d'avoir 41 ans, parce que c'est comme les vieux qui se disaient, mais non, genre, ça passe trop vite. Et donc, la maternité, c'est la chose qui nous fait un peu écho de 35 à 45. C'est vraiment ça qu'on essaye de... on en parle dans d'autres émissions, justement. Oui, et d'ailleurs, on a une émission où on a des mères de plus de 40 ans. Et du coup, aussi des femmes qui s'attendaient, notamment une femme qui s'attendait vraiment à galérer, qui a arrêté la pilule et qui est tombée direct enceinte. Et on touche du bois, mais la grossesse se passe parfaitement bien. Voilà, c'est des chemins de vie très différents, en fait. Après, effectivement, scientifiquement parlant, plus on est jeune, plus la réserve ovarienne, plus on a une réserve. Il y a mystère. Et je lisais que les femmes qui ont congelé leurs ovocytes, finalement, elles ont un enfant, mais naturellement. Celles qui ont eu un enfant, elles l'ont eu naturellement et sans avoir à utiliser ces... Moi, j'avais regardé c'est des vieux chiffres que j'ai, mais à l'époque, c'était pas, je faisais beaucoup de recherches, c'était pas encore autorisé en France. Et c'était 4% des femmes qui avaient congelé leurs ovocytes qui les utilisaient. Ouais. Donc, c'était vraiment extrêmement minime. Même pour l'adoption, ça arrive parce que parfois ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Il y a des couples qui ont fait un parcours de 7 ans de FIV, etc., sans savoir une stérilité prouvée. Ils posent le dossier pour adoption, etc. D'ailleurs, dans le film Pupille, il y a une scène on voit le couple on vient de lui proposer donc un apparentement. Et là, en fait, la femme, elle vient de tomber enceinte. Et en fait, ça arrive aussi. Je pense qu'il y a des choses la magie, hein. Et puis voilà, il y a des choses qui c'est l'hiver, des stress en moins. Le psychologique. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont fait des parcours de PMA, qui réussissaient pas, et le jour ils se sont dit bon, c'est pas grave, on n'aura pas d'enfant. La femme est tombée enceinte, en fait. Il y a cette espèce de magie du lâcher prise aussi, parfois, quoi. Des fois, ça n'arrive pas aussi. Non, alors des fois, ça n'arrive pas. Non, évidemment. On n'est pas en train de dire qu'il y a plein de gens qui font des PMA. Non, bien sûr. Mais effectivement, de toute façon, c'est du cas par cas. C'est, en fait, tout est, voilà, moi, j'ai ma sœur qui a fait une chimio, qui a eu un cancer du sein, qui a fait une chimio et qui a fait une castration chimique derrière pour éviter, du coup, justement, d'avoir un cancer de l'utérus, des ovaires, tout ça et tout. Et en fait, elle a mal supporté la castration chimique et donc elle a arrêté, mais elle était en processus de castration chimique. Elle est tombée enceinte à l'âge de 38 ans, ce qui n'était quasi pas possible déjà après une grosse chimio et puis encore moins après une castration chimique. Donc c'est vraiment c'est tellement c'est laisser faire aussi. D'ailleurs, on n'a jamais entendu autant les femmes libérer la parole pour dire je ne veux pas d'enfant ou j'en ai fait et en fait je me rends compte que si c'était refait, je n'en ferais pas. Ouais, il y en a de plus en plus de femmes qui osent, si on ose dire ça, mais qui osent dire ça. Et c'est nouveau, quoi. Et je pense que du coup, toutes ces paroles qui se libèrent, il fait que les plus jeunes, même si c'est quelque chose qui arrivera 10 ou 15 ans après, ils commencent à construire leur projet Ça change un peu l'inconscient collectif. Ça change l'inconscient collectif. Je trouve que c'est assez positif parce que je pense que ce qui est le plus douloureux dans ces moments-là, quand je t'entendais Marion, c'est que, par rapport à ce que tu as vécu, c'est qu'à un moment, tu te retrouves dans un ouragan qui t'importe quelque part entre un médecin, un autre, etc., avec 10 000 questions qui t'assagissent, avec des peurs, et qu'en fait, on n'a pas le temps du recul, il y a trop de choses qui arrivent à un moment et on est un peu ballotté, on n'est pas
préparer et que parce que ça ne peut pas se préparer en un mois, 2 mois, 3 mois, c'est un chemin d'une vie pour nous mener à être des parents ou pas, en tout cas pour nous s'épanouir. Et je pense que c'est quelque chose qui change aujourd'hui. On se subit moins. Et après, voilà, avec toutes les questions des violences obstétriques, etc. Aussi, les médecins, ils sont beaucoup plus regardants et ils sont plus d'empathie par rapport à toutes les manipulations gynécologiques, etc. Donc moi, tout ça, c'est très positif. Et toi, qui est justement, Marion, qui est un peu plus, vous êtes un peu plus, qui est un peu plus jeune, donc t'es face à une autre génération d'hommes. Est-ce que, là, t'es célibataire, mais est-ce que tu penses que ça pourrait rassurer ton futur partenaire de savoir que t'as congelé, ou est-ce que tu t'es posé la question? Je sais pas si ça le rassure, mais en tout cas, moi, ça me donne une certaine, je suis mature, en fait, tu vois, on n'en est pas là, c'est pas si je rencontre quelqu'un demain, et j'ai fait ce petit bonhomme de chemin toute seule, et si un jour on en vient à avoir envie d'un enfant, ce sera très bien. Mais en tout cas, moi je suis un peu fière en fait, parce que ça m'a responsabilisée, parce qu'en effet, je savais que j'en voulais, je savais pas à ce moment-là que j'avais pas de bons résultats, et en fait j'ai plutôt tendance à faire l'autruche, moi, sur tout ce genre de trucs, quoi. Et là, on se confronte à une réalité en se disant, ah ouais, ok, en fait là t'as peut-être pas trop le choix, parce que si un jour tu veux des enfants, il va falloir que tu te prennes en main, quoi. Donc peut-être que ça rassure le mec, peut-être. Mais tes amis, par exemple, est-ce que t'en as parlé beaucoup autour de toi? Est-ce que tes copines étaient au courant, par exemple, de la congélation d'ovocytes? Est-ce que t'as motivé des femmes à le faire, ou pas du tout? Ouais, contrairement à toi, Vianette, moi, autour de moi, mon premier cercle d'amis, en tout cas, ils sont plutôt mariés depuis 5-7 ans, et ou s'ils sont pas mariés, ils ont déjà des enfants, et le deuxième enfant est déjà presque là, quoi. Donc moi, j'ai plutôt un entourage très de couple avec des familles de 1 ou 2 enfants. Oui, alors déjà que j'avais cette envie, donc là encore plus quand tu vois les copains qui le sont. Et moi, j'en ai parlé assez ouvertement autour de moi. Je n'avais pas trop de tabou là-dessus, et je pense qu'il faut continuer d'en parler, parce que c'était mon mot tout à l'heure d'introduction, où il y a un vrai décalage entre le moment, l'âge que tu as quand tu penses à congeler, et l'âge où il faudrait effectivement que tu les congèles. Et moi, je suis persuadée que entre 28 et 30 ans, c'est pas trop mal pour y songer. Donc ouais, je pense qu'il faut en parler. Et mais parce que même par rapport à, je rebondis, mais comme tu dis que c'était quand même assez douloureux, que c'était pénible. Après, tu récupères peut-être plus quand tu as 20 ou 25 ans. Mais qu'en même temps, j'essaye de faire un peu pas l'avocat du diable, mais qu'en même temps, on les utilise pas forcément, mais que c'est juste pour rassurer, et qu'à 20-25 ans, t'as moins besoin d'être rassuré. Il y a tout un truc dans la tête comme ça qui doit faire, comme un choix, de maths, en fait, qui s'établit, et que du coup, quand t'as 20 ou 25 ans, on te dit, finalement, si tu vas pas forcément les utiliser, si tu regardes 2-3 chiffres, c'est pas ta problématique. C'est une vraie interrogation. Donc même d'en parler, et on se dit non, le papillomavirus avec 3%, ça sera pas moi. Il y a aussi tout ça qui fait en sorte que c'est pas forcément, j'imagine. Oui, et puis t'en parles, et puis les hôpitaux sont sous l'eau. En tout cas, il y a plus, c'est surbooké, il y a plus beaucoup de place pour y aller. Donc en plus, tu prends des places à des couples qui veulent faire des FIV. Donc il y a aussi une espèce de concurrence qui peut se créer, parce que si moi, en tant que célibataire, je veux faire une ponction, je vais au même endroit qu'un couple qui va faire une FIV. Donc potentiellement, je peux prendre la place de quelqu'un, alors que je fais, c'était pas mon cas, mais je peux faire une congélation dite sociale seulement, et prendre la place d'un couple qui a envie de faire une FIV. Donc en effet, c'est vrai, il y a un vrai sujet aujourd'hui. Dans la priorisation. Et pourquoi toi t'es plus importante que moi à congeler tes ovocytes, alors que t'as 25 ans, que tout va bien, que on t'a rien décelé, alors que... Et que c'est pas anodin pour ton corps non plus, parce que t'as quand même des hormones, c'est quand même lourd comme traitement. Ouais. Donc oui, il y a tout... Et moi j'avais une question, est-ce qu'il y a un âge limite pour les utiliser? Ouais. Alors, de mémoire... en fait, tu peux te faire ponctionner jusqu'à la veille de tes 37. Non, on peut te les congeler jusqu'à la veille de tes 37. Tu peux te faire ponctionner jusqu'à la veille de tes 42 ans pour une injection aussitôt. Donc en fait,
Après 37 ans, on peut plus te les congeler. Jusqu'à 42, on peut te les prélever pour une injection immédiate. Et moi, je peux réutiliser les ovocytes congelés jusqu'à la veille de mes 45. Je D'accord. crois que c'est ça. C'est compliqué. En C'est fait, dommage. si tu Il y a un trouves vrai peu- calendrier. Ouais. si tu trouves un peu, mais voilà, c'est comme ça. Hein. C'est que on parle d'échéance. En fait, nous sommes en train de parler de notre corps, de notre vie. La vie est quelque chose quand même qui ne se réduit pas à une dizaine d'années, entre 35 et on va dire 45. On rentre quand on est autour de 35 ans, on rentre dans un petit tunnel où tout est échéance. Échéance. Et après les 45, c'est ménopause, donc c'est la deuxième échéance. Exactement. Et pour peu que tu aies un divorce au milieu, c'est encore une échéance. Alors qu'en fait, je trouve que c'est la question qui devrait prendre le dessus à tout ça, c'est en fait, mon corps ne peut pas être une échéance. En fait, je ne peux pas porter mes choix. Bien sûr, on a des responsabilités. Je pense que si on n'a pas des enfants à 70 ans, c'est pas pour rien. Moi, j'ai un petit bout de chou qui a aujourd'hui 5 ans et demi, j'ai 48 ans. J'ai intérêt à aller à la salle de sport, aller courir, etc. Parce que sinon, je ne peux pas, je reste, voilà. Que tu as adopté au cas où les gens Que j'ai prennent fou, adopté, ouais. Que j'ai adopté. Il avait 1 an et demi quand on s'est adopté en 2019. Et même si tout ça, ça a un sens, ce que je trouve vraiment, et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je trouve ça très regrettable qu'il y ait notre manque de préparation à ces étapes de vie qui sont tellement importantes, comme la parentalité, la ménopause, et plein d'autres certainement. On ne nous prépare pas suffisamment à l'avance pour que tout ça se retrouve dans un tunnel qui est trop petit et qu'on soit juste en train de parler de notre corps comme une échéance. Et puis dans un sens un peu négatif, parce que nous on avait une invitée qui disait justement que pour elle la ménopause c'était un nouveau printemps. Donc elle voyait ça comme un nouveau printemps et c'était hyper joli en fait parce que du coup ça désacralisait tout le sort qu'on jette sur Mais on va faire une émission sur la ménopause au mois de mars. Mais c'est vrai. Je pense que comme toutes les étapes de la vie, sauf que celle de la maternité, elle arrive d'un coup, on est en train de préparer la vie, les études, le boulot, etc. Et plus de 35 ans, vite, qu'est-ce qui se passe? Où je vais, je fais, je n'en fais pas. C'est que ça se prépare. Je pense que la ménopause ou la parentalité, si on a préparé avec du temps, même si c'était pas, il faut pas en faire une obsession. Enfin, c'est compliqué, mais si ça se travaille avec du temps, le moment quand ça arrive de faire un choix, de face à une maladie ou un compagnon ou pas de compagnon, ou voilà, une quantité de possibilités, les choses se posent avec un peu moins de violence envers nous-mêmes. Parce que ce que j'ai l'impression, c'est qu'à ces moments-là, il y a beaucoup de choses qu'on retourne contre soi. Voilà, mon corps ne fonctionne pas, mais pourquoi moi? Mais alors qu'on est... Oui, t'as pu ressentir de la culpabilité, justement, toi aussi, j'imagine. Enfin, mais j'imagine, parce que c'est quand t'apprends que t'as le papillomavirus, si t'as eu une vie sexuelle, bon, ce que tu disais, il y a toujours quelque chose qui se dit, non? Ouais, si, il y a une part de responsabilité, on sent un peu, ouais, c'est certain. Je ne parlerai pas de responsabilité, mais en tout cas, j'ai eu une fraction des secondes où je me suis dit, ah ben voilà. Tu payes en fait, tu payes ta liberté. Ma petite. Non mais c'est ça. Parce qu'en fait, il y a toujours ce truc aussi qui est très, tu vois, c'est voilà. nous on paye d'avoir profité, on paye d'avoir été libre. Tu vois, ça se paye. Quoi. C'est un peu rentré dans les. Même ce que tu me disais quand on a préparé, ou même par rapport à l'avortement que t'as fait à 20 ans, donc tu te dis ah bah voilà en fait. J'étais hyper sereine. Moi, ça s'est passé très bien. J'étais très consciente quand j'ai avorté. Mon compagnon voulait le garder. Je ne voulais pas. C'était un choix très en place parce que t'avais 20 ans. J'avais 20 ans, 21 ans. Je n'étais pas prête. Je n'ai jamais regretté. Je suis allée jusqu'au bout de cette démarche en pleine conscience, en parlant à ces petites choses qui poussaient déjà en moi, etc. Et là, tout d'un coup, je me retrouvais, ah ben voilà, tu vois, c'est le bon Dieu qui t'est puni. Tu vois? Je m'entendais dire des choses et en même temps, je me disais, mais
je ne me reconnaissais pas. Mais d'où ça sort, en fait? Je ne suis pas comme ça, mais déjà, bon, T'as eu ça, du coup, à un moment donné, Alors, non, je crois pas, mais alors, parce que moi, je pense que on n'est pas du tout, on n'a pas du tout vécu, on a les mêmes choses, donc peut-être que, mais c'était assez, ça glisse un peu. Alors, je suis pas très fataliste, donc du coup, bon, ok, t'as une merde, les résultats sont pas bons, mais on va prendre le taureau par les cornes. Alors, en effet, il y a eu cette possibilité, ça a un peu résonné, ça a mis du temps quand même à ce que je fasse la démarche d'y aller. J'ai pris plusieurs mois avant de me lancer dans le truc, mais ouais, non, non, mais tant mieux, hein. Moi, je suis Ouais. plutôt pour le Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Après, voilà. Moi, ça a été clairement l'idée qui m'est passée. Après, très vite, je me suis dit, mais ça, c'est pas moi, en fait. Je peux pas me dire ça. Mais sorte de moi. Mamie, sors de moi. Mamie sort de moi. Et comme il ne reste pas énormément de temps, est-ce que tu peux, parce que quand même, l'adoption, donc à un moment donné, du coup, tu t'es dit, comment ça s'est passé? Je me suis fait opérer en 2013. Après, j'ai pris la décision de faire un grand point dans ma vie pour savoir ce que je voulais. Voilà, tout ça nous laisse pas on change, toutes les aventures de la vie nous changent. Et après un petit chemin de 300 à peu près, 3-4 ans, on a pris la décision avec mon compagnon de voir que c'était quoi le chemin de l'adoption. Et nous avons eu beaucoup de chance parce que en général c'est beaucoup plus lent. Ça a duré que presque 300 ans. Le dossier d'adoption, on l'a déposé en 2017, début 2017, et nous sommes adoptés en décembre 2019, ce qui est très court, mais nous avons adopté en Colombie, parce qu'en étant colombienne, je peux adopter en Colombie. Et les délais sont un peu plus courts parce que Colombie, l'adoption étant quelque chose qui est en place depuis plus de 70 ans, avec les problèmes politiques, etc., la guerre civile et autres, et il y a un système d'accompagnement à l'adoption, que ça soit des adoptés comme des adoptants, qui est très solide, qui est très en place. Donc ça fait que mais tu ne peux adopter en Colombie que si tu es aujourd'hui, colombienne. voilà, en fait, jusqu'à ça va faire une quinzaine d'années, la Colombie c'était le pays où les Français parmi d'autres où ils allaient le plus adopter, parce que on appelle ça une greffe, un petit bébé. Un greffe, c'est voilà, il faut qu'on se trouve, il faut que ça match, voilà. Et c'était là où, culturellement, la préparation des enfants, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et en fait, il y a beaucoup de parents qui s'est tournés vers la Colombie, mais à un moment, il y avait une liste d'attente des 9 ans. Donc, il y avait des mamans, des familles qui avaient passé un parcours de 7 ans d'in vitro, etc., des PMA, pardon. Et après, ils rentraient en 7 ans, 8 ans d'attente. C'est pas possible. 17 ans pour avoir un enfant, c'est un peu long. T'arrives, il sait déjà, t'arrives après un long parcours de PMA, et après, même si ça a été très bienveillant, moi, je rencontrais des gens formidables, qui nous sont accompagnés, etc. Après, ça n'implique que quand tu arrives un peu usé et que bien regarder chez toi, tu le prends pas de la même façon que si t'es un petit peu plus détendu. Et donc, du coup, ils ont décidé d'arrêter les adoptions à l'international, sauf pour les fratries et les enfants aux besoins spécifiques. Et du coup, pour les étrangers n'ont plus la possibilité pour l'instant. On essaye déjà de réduire la liste d'attente, etc. Et puis aussi la qualification trimale et l'étude qu'on fait sur les enfants pour qu'ils soient adoptables, et c'est complexifié. Parce que c'est pas parce qu'un enfant n'a pas de parents pressants qui est adoptable. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Il faut que l'enfant il ait plein de choses. Il faut qu'il y ait personne de la famille qui veuille venir l'intérêt à sa famille, que ça soit un oncle lointain ou autre. Toutes ces recherches, ça prend beaucoup de temps. Que ça ralentit le système. Et c'est pour ça que, donc pour l'instant, ils essayent de réduire la liste d'attente avant de réouvrir certainement un nouveau à l'international. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est très rassurant, c'est que tous les pays qui ont signé l'accord de La Haye, ils sont le même process pour l'adoption. Donc, j'entends souvent parler, c'est difficile, c'est long, etc. Moi, je ne peux que dire que c'est pas rien de donner des parents à un enfant, parce qu'on donne pas un enfant à une famille, on donne des parents à un enfant. C'est dans cet ordre-là que ça se passe. Et que c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de questions et beaucoup d'acheminements. Moi, je ne suis pas la même personne
avant mon parcours d'adoption qu'après. J'ai appris à découvrir plein de choses sur la parentalité, la maman que je voulais être, les parents que nous souhaitions être, pour être le plus honnête possible dans ce choix-là. Eh ben, merci. Ouais, c'est super. Est-ce que mais ça me touche beaucoup parce que moi, du coup, il y a une question toujours par rapport à mes ovocytes quand même. C'est que, en fait, après donc mes 45 ans, je pourrais plus les utiliser. T'as deux options. Soit tu les donnes à la science, soit t'en fais don à une autre maman. Ah oui, c'est vrai que ça c'est. Et en fait, c'est une vraie question complexe. parce que et moi. Et même philosophiquement, c'est complexe. Ouais. Et alors je crois qu'instinctivement, mais alors c'est un peu à chaud, mais de manière hyper égoïste. Je pense que si j'ai réussi à avoir un enfant, j'aurais beaucoup moins de difficultés à faire don de mes ovocytes que si j'en ai pas eu. Et que après, je crois que la loi a changé depuis peu. Et elle changera encore quand tu auras 40 ans. Donc, te passe pas trop là-dessus. C'est possible. Que si, donc, l'enfant qui est à l'origine, enfin, qui a eu ton ovocyte, à ses 18 ans, il peut faire le choix, enfin, il peut rechercher. Ah oui? Ouais. Comme les donneurs de sperme. Ouais. Exactement. Mais tu dois choisir, enfin, en tout cas, pour le sperme, c'est donneur fermé ou ouvert? Ben ouais, mais là, je sais pas, enfin, je Oui, suis pas encore bien calée. Mais c'est un vrai questionnement, en fait. Mais moi, la question, il s'est posée, par exemple, étant donné qu'on m'a dit que j'avais plein de ovocytes. Oui. Mon endocrinologue, à l'époque, il m'a dit, mais, parce que moi, c'était clair que je voulais pas faire un schéma des mamans porteuses, etc. Donc, moi, la question s'est posée si je ne voulais pas donner mes ovocytes. Et franchement, si c'est pas parce qu'il avait tout le traitement hormonal qui va avec, qui est quand même lourd, moi, ça m'aurait pas dérangé du tout. Oui. Moi, ça s'arrêtait, je me dis, bah oui, en fait, même encore, quand je veux faire, parce que je suis tous les sons et qu'à chaque fois, je n'ai plus mes règles. Donc, du coup, moi, la seule façon de savoir si je rentre en ménopause ou pas, c'est de savoir. Donc, on fait le test de réserve ovarienne. Ok. Et à chaque fois, on me dit, bah, ça ne descend pas beaucoup, tant mieux. Et à chaque fois, je me dis, peut-être que mais, et du coup, c'est vrai que c'est une question qui se pose, que je trouve qui est assez jolie de se dire. Oui, c'est marrant parce qu'il y a des femmes qui sont vachement dans ce besoin-là et qui, à mon avis, en plus, quand tu fais un don d'ovocytes, c'est très contrôlé aussi. Donc, donner la vie d'une autre manière et en même temps, ça échappe un peu. Donc, c'est vrai que c'est une question qui est, et que moi, je comprends les deux points de vue, en fait. À la fois, je me dirais, bah non, j'ai pas forcément envie ou oui, en étant dans le partage, voilà. Bon, c'est vrai que c'est en même temps, t'as l'impression d'avoir un enfant quelque part si ça a marché que tu ne connais pas, c'est très après c'est ton enfant, mais quand tu portes ton enfant, il y a aussi beaucoup de choses qui tu donnes quand même énormément. C'est juste après, c'est juste là, il y a. Oui, mais après tu vois, moi j'ai l'impression que il y a tout ton ADN quand même et toute ta lignée qui descend un peu en lui. Et moi je suis très branchée sur transgénérationnel. Du coup j'ai l'impression qu'il va aussi prendre beaucoup de choses de moi à travers ça. Donc bref, c'est un vrai débat philosophique. Faut faire un autre podcast. Voilà, c'est un nouveau podcast spécial ça. Après, ça évolue énormément. J'ai une amie qui a eu, elle est née d'un don de sperme et elle a su très tardivement, après la trentaine, elle a su que en fait son papa n'était pas son papa. Et du coup, elle s'est beaucoup renseignée sur comment savoir sur l'IN, etc. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que là, sur ces 5-6 dernières années, la loi évolue énormément sur l'accès aux données. Que ça soit dans toutes les possibilités, parce qu'il y a eu don des spermes, don d'ovocytes, tout ça. En tout cas, la loi, il s'est posé énormément de questions en ce moment sur quels sont les droits que nous savons en tant qu'êtres vivants, de savoir d'où nous venons, ce qui nous constitue, etc. Que ça soit pour les adopter, que ça soit pour quelle que soit la forme, comment et ça, je pense que ça va évoluer très vite. Je pense que dans 3 ans, si on a la même discussion, je pense que les choses sont déjà énormément avancées, ouais. C'est marrant parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur la maternité et toutes ces formes maintenant qui se développent de plus en plus. Donc, je ne sais pas jusqu'où on ira. En tout cas, c'est important de pas se perdre dans tout ça et de rester connecté à soi et de faire ses propres choix sans penser, comme tu l'as dit justement, que rien n'est forcément acquis, même si quand on congèle ou même dans une forme d'adoption, j'imagine peut-être qu'il y a des gens qui adoptent et qui finalement vont arrêter au bout d'un moment parce que le parcours devient un peu long et. Bah oui, il y a des personnes qui arrêtent au milieu. Parfois, on te dit,
on fait un agrément. L'agrément, c'est 9 mois. C'est un peu un permis. Voilà, c'est comme une grossesse, ça, c'est 9 mois. C'est le permis d'adopter. Mais ça ne donne pas un enfant. Ça a juste le droit de déposer le dossier dans un pays où là où tu peux aller adopter. Et pendant ces 9 mois, on peut te dire, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête. Et ils le font aussi avec beaucoup de bienveillance. Ça peut être très violent et je peux tout à fait le comprendre. Mais si vous allez jusqu'au bout de l'agrément et on vous le donne pas, on vous le refuse, après, il faut attendre 300 pour pouvoir déposer le dossier. Donc, on préfère vous dire avant, vous n'êtes pas prête, peut-être il faut mieux que vous s'arrêtiez là, etc. Ça, c'est tout ça, c'est l'accompagnement, hein. Après, moi, tout ça, ce qui me fait penser, c'est que, quelle qu'elle soit la façon comme nous avançons, les séances qui se posent à nous, à la trentaine, à la quarantaine, à la vingtaine, en fonction de notre histoire de vie, il y a une chose qui m'a appris, en tout cas que j'ai intégré ces dernières années, que ça soit par l'adoption, par rencontrer un petit bout de chou avec lequel, même s'il n'y a pas de lien biologique, et de toute évidence, c'est un lien de vie, nous devions nous rencontrer, c'est que ça ne me définit pas. J'aurais pu, et j'en suis, je veux dire persuadée, mais je suis persuadée de rien, mais en tout cas, j'ai une intime conviction que même si c'est quelque chose de merveilleux d'être maman, c'est merveilleux, c'est un amour absolument incroyable et toutes ces choses belles qu'on peut entendre, et fatigantes aussi, hein. Mais j'aurais pu ne pas avoir d'enfant. J'aurais pu ne pas avoir des compagnons. J'aurais pu, et j'en suis sûre, en tout cas, je veux y croire, que j'aurais été autrement incroyablement heureuse et incroyablement épanouie, qu'il n'y a pas une autre façon d'être heureuse. Et je trouve ça, voilà, je pense que dans ces moments de vie, quand notre raison s'est réduite parce qu'on est dans cette histoire des maternités, c'est comme si notre bonheur se raccrochait à ça. Alors que c'est une option comme une autre. Mais je travaille beaucoup au quotidien sur ces sentiments-là pour essayer aussi pour libérer mon petit garçon qui ne sorte pas de porter le poids du bonheur de sa maman parce que mon bonheur ça m'appartient à moi, il n'a pas à le porter. Et ou à mon compagnon, c'est pas parce qu'il est avec moi que ça reste des choix en fait. Faut avoir toujours le choix. Et ce qui devient dur, c'est difficile, c'est quand on a l'impression qu'on a une seule voie pour le bonheur. Je pense que les femmes, nous avons suffisamment de ressources pour avoir plein de façons différentes d'être vivantes. Oui, que ça passe par la maternité ou pas. Et quelle qu'elle soit la forme de parentalité. Ça passe par son propre chemin et comment est-ce qu'on est, nous, avec soi et comment est-ce qu'on s'accepte, on se connaît, on se réinvente avec toutes les difficultés ça... Et ce qui se révèle de nous, je pense que tu n'es pas la même aujourd'hui que 200 ans auparavant. Tu te poses pas mais c'est certain. Non, c'est certain. Et tant que c'est des choix qui nous appartiennent et qui sont faits avec toute notre propre conviction, eh bien ouais, tout à fait. C'est notre voie du bonheur, quoi. Et puis tu te sens aujourd'hui plus puissante parce que tu as fait des choix. Aujourd'hui, c'est voilà le fait d'avoir choisi de congeler. C'est ça que je trouve beau. Je te souhaite d'avoir ta petite famille ou ta grande famille, mais quel qu'elle soit aujourd'hui, ce que je trouve très beau, c'est cette puissance dont qu'elle nous partage. C'est cette puissance de ce choix qu'elle a fait, qui la rend active dans sa vie de femme. Mais on a rencontré 2 femmes puissantes aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Vraiment, c'était vraiment super. J'espère que tout le monde a appris des choses. En tout cas, nous, on a appris plein de choses. Ouais, c'était très chouette. Ouais. Merci à vous. Et finir sur la puissance de nos choix, c'est puissant. Voilà. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.